Alors merci à vous quatre d'être avec nous ce soir pour parler de intelligence artificielle pour la finance verte. Alors, un grand sujet, d'autant que l'actualité, depuis quelques semaines, nous pousse, entre guillemets, à mettre ce sujet au centre des questions importantes. Alors, Bettina Laville, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère d'État, vous êtes conseillère du président, vous êtes très engagée sur les sujets du climat. Pour vous, quand on dit climat et finance, quel est votre constat? Oh là, grande question. D'abord, vous venez de dire que l'actualité, effectivement, nous mobilise beaucoup sur ce sujet. J'allais vous répondre, ce n'est qu'un début, parce que, bien entendu, malheureusement, nous voyons bien que l'accélération du réchauffement climatique d'une part, et que d'autre part, toutes sortes de sujets environnementaux qui n'ont pas été traités avec assez de sérieux dans les années où on pouvait encore faire quelque chose, c'est-à-dire autour de la conférence de Rio, eh bien, aujourd'hui, nous dépassent et risquent de déstabiliser, non seulement de façon géopolitique, mais de déstabiliser le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le monde économique et le monde financier. Alors, c'est ça d'abord, hein, le premier problème, c'est le risque de déstabilisation. Alors, ce qu'il y a, c'est que il y a eu une conscience, finalement, le grand coup, le gong, en fait, ça a été le rapport de Sir Stern en 2006, qui a parlé de ce qu'on a appelé le coût de l'inaction. Voilà. Et ce concept de coût de l'inaction s'est décliné jusqu'à, finalement, on va dire, l'accord de Paris, où enfin, on a considéré les avantages de l'action, les avantages sur le plan économique. Les avantages sur le plan environnemental, c'est évident. Je veux dire, diminuer l'effet de serre, diminuer les émissions, avoir moins de pollution sur le plan de la santé, sur le plan du bien-être, sur le plan des équilibres, c'est une évidence. Est-ce que c'était bon pour le climat? Dans les premières années, au niveau de tout ce qui était conférence de l'environnement, on avait évidemment plutôt envie de traiter les crédits de développement donnés aux pays en développement. Ils le réclament toujours, et d'ailleurs ils nous reprochent à nous, pays du Nord, de ne pas les avoir donnés assez tôt. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est le rapport Stern, le coût de l'inaction. Le deuxième rapport Stern qui dit non seulement ne pas agir, c'est très très cher, mais en plus, agir peut être une opportunité financière. Et c'est ce double concept, en fait, qui fait que les financiers, les assureurs qui se rendent bien compte, pendant très longtemps, moi, dans mes responsabilités, on m'a dit non, il ne faut pas que les assureurs s'occupent de ça. Aujourd'hui, ils se rendent bien compte, en fait, que le financement climatique est une menace pour les équilibres et surtout pour la réassurance. Donc ça, c'est évident. Donc aujourd'hui, en fait, on a eu l'accord de Paris. Les financeurs, les investisseurs, les assurances, les grandes entreprises se sont engagés. Ce ne sont évidemment pas des engagements contraints, mais ce sont des engagements que, aujourd'hui, le jugement de la société, la responsabilité sociale et environnementale, l'ISR, juge. Et donc, les gens sont extrêmement attentifs à ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment l'immensité, il faut bien le dire, des financements qu'il faut mobiliser. Hein. Pour vous donner un exemple, tous les gens qui se sont engagés sur le plan financier, ça représente à peu près, comment dirais-je, une somme exacte, enfin pas exacte, mais de 90 milliards. Bon, milliards, hein, je veux dire, aujourd'hui. Ils pèsent, les gens qui se sont engagés pèsent 90 milliards. Mais si on regarde le mal que peut faire le réchauffement climatique et la perte de biodiversité au PIB, bon, Stern a bien mis en exergue que c'était de 1 à 20% du PIB. Et aujourd'hui, on voit que agir aujourd'hui, c'est-à-dire garder le réchauffement, essayer de garder le réchauffement à plus de 2 degrés, c'est tout dans ce siècle, ça pèse 1% du PIB mondial. Garder à 2,5, ça pèse 1,3,4, presque 1,5 du PIB, etc., etc., etc. Or, vous voyez bien que le pire scénario,
en fait, c'est 5 ou 6 degrés. Et ce n'est pas complètement, c'était le pire scénario. Mais aujourd'hui, c'est un scénario possible. Le pire des scénarios, ça fait 4% du PIB mondial. Ça a l'air de rien, 4% du PIB mondial, mais c'est énorme. Parce qu'évidemment, c'est les plus pauvres qui s'écroulent, et c'est ceux, évidemment, qui vont de plus en plus déstabiliser le système. Il faut bien le dire, parce que c'est véritablement pour eux une survie. C'est pour ça, pour conclure, que si vous voulez, les SDGs, les objectifs de développement durable, eh bien, vous savez, il y a 17 objectifs de développement durable. Et dans le 17e objectif de développement durable, sa première cible parle vraiment du financement. C'est pour ça qu'il faut une immense accélération. C'est pour ça que toutes les techniques, oh là là, les écologistes ont beaucoup critiqué pendant très longtemps la technique par rapport à toutes sortes de concepts qui étaient au nom finalement d'un bien commun, je trouve, mal compris. Il ne fallait pas toucher aux histoires financières, etc. Maintenant, c'est le contraire. Et c'est pour ça que moi, je me suis engagée dans l'intelligence artificielle, parce que c'est un facteur extraordinaire d'accélération. Parce que si vous voulez, il y avait une formule en 1992 qui était du global, en fait, au local. Maintenant, il faut agir. Chaque entreprise, chaque PME, chaque individu, chaque citoyen. Les jeunes ont compris ça, les marches pour le citoyen, ça veut dire ça. Et maintenant, c'est vraiment du local au global. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus efficient, finalement, que l'intelligence artificielle pour que nous puissions comprendre les micro-événements, les micro-parcelles, etc., etc. Et c'est à partir de cette analyse très fine qu'on peut offrir à tous les financiers des instruments pour finalement transformer, on dit transformer les choses, mais c'est vrai. Donc, en synthèse, aujourd'hui, il y a une opportunité formidable pour les institutions financières de se positionner sur ce sujet, et la quantité de données disponibles sur l'environnement peut permettre justement d'être utilisée avec l'intelligence artificielle. Jean-Michel, peut-être est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Vous êtes directeur général de l'Institut Louis Bachelier, 400 chercheurs en économie, en finance. Un peu plus, ouais, un peu plus maintenant. Ouais. J'ai un micro qui fonctionne très bien. Donc, quelle est votre vision? Est-ce que vous pressentez aussi cette opportunité quand on dit AI, données et finances vertes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour à tous, enfin bonsoir en tout cas, aux restants, si j'ose dire, dans la salle, ceux qui ont le courage de nous écouter encore. Donc effectivement, nous, à l'Institut du Bachelier, on considère l'intelligence artificielle comme un la donnée, la data et l'intelligence artificielle, comme un complément de l'humain, et non pas un substitut à l'humain. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, pour moi, l'acronyme IA veut dire intelligence augmentée, non pas intelligence artificielle. Il n'y a rien d'artificiel dans tout ça. En économie et finance, les données et les algorithmes permettent de passer du macro au micro, à la microéconomie en fait. C'est-à-dire que finalement, on va pouvoir émettre des hypothèses. Ensuite, on va pouvoir les tester avec des données. Du coup, on va avoir cette itération où effectivement les données vont prouver ou au contraire confirmer ou infirmer l'hypothèse et retourner à l'hypothèse. Et donc, finalement, on recrée quelque chose qu'on connaît bien, que les scientifiques connaissent bien, qui est cette boucle en fait itérative, hypothèse, test, learn, hypothèse, etc. La boucle, je dirais, du chimiste, du physicien, etc. Et du coup, la finance et l'économie deviennent beaucoup plus réelles, beaucoup plus concrètes. On a souvent opposé finance et économie réelle. Et donc là, on revient par les données et l'IA à quelque chose de très concret. Donc c'est pour cette raison qu'on a bâti, donc c'est au 4e étage du Palais Brongniart, c'est ici. On a effectivement créé une équipe qu'on appelle Louis Bachelier Data Lab, qui sont en fait des ingénieurs de recherche qui complètent l'équipe de scientifiques, donc de tous ces chercheurs que vous mentionniez. Il y en a à peu près 500, en équivalent temps plein 120 chercheurs, donc plutôt européens, voilà, qui travaillent donc en combinaison avec des... Alors on appelle ça data scientists, ce sont vraiment des ingénieurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont pluridisciplinaires, j'insiste aussi sur ce terme,
parce qu'en fait, on ne trouve des résultats que lorsqu'on mêle finalement les mathématiques, l'informatique, l'économie, macro, micro, mais aussi les sciences sociales et évidemment, je dirais le machine learning, le deep learning. Voilà. Et donc, c'est cette équipe-là que nous avons bâtie en 2015 et qui permet du coup cette combinaison. Enfin, pour faire quoi? Alors, Bettina l'a un peu mentionné, mais on voit bien qu'en disons, en mixant des données, des données, des open data, enfin des données ouvertes en général, Namer va en parler, je pense Emmanuel aussi. Bon, on voit bien que sur ces données, en mixant des données, je dirais, économiques, financières, avec des données de précision beaucoup plus orientées sur le développement durable, c'est-à-dire des données de, que sais-je, pollution, ensoleillement, etc., ou autres, des données sociales, on va effectivement avoir un set de données plus des algorithmes qui vont fabriquer pour un financier, pour un banquier par exemple, qui vont pouvoir fabriquer un financement de précision d'une rénovation énergétique par exemple. C'est-à-dire que le banquier ne va plus à l'aveugle financer tel ou tel projet avec un PTZ, un PA0, etc. Il va avoir des cash flows beaucoup plus précis. Il va avoir effectivement des retours, que ce soit en retour sur je dirais en return, mais aussi en contrôle des risques beaucoup plus précis. Donc finalement, c'est le banquier de précision ou l'assureur de précision que nous bâtissons avec ce système. Donc, encore une fois, on pressent que toutes ces données externes sur l'environnement, etc., peuvent être utilisées sur des calculs d'algorithmes pour de la finance verte. Emmanuel Bakri, donc tu es Chief Scientific Officer du Elf Data Hub. Ça, c'est pas des données ouvertes. Hein. Alors non, justement, mais j'y viens. C'est extrêmement intéressant parce que la mission. Alors tu reviendras mieux que moi sur la mission du Elf Data Hub, mais le point qui nous intéresse ici, est-ce que finalement il n'y aurait pas un Planet Data Hub à créer qui deviendrait la plateforme de toutes les données environnementales ouvertes disponibles dans le monde et qu'on puisse produire des nouvelles données à partir de ça et ensuite s'en servir pour la finance verte. Qu'en penses-tu ? Oui. Les données, c'est au cœur de l'IA. Hein, c'est très difficile. La frontière entre algorithmes d'IA et données est quasi inexistante même. On ne sait pas très bien est-ce qu'on parle de données ou est-ce qu'on parle d'algorithmes. C'est très très flou la frontière. Alors le Elf Data Hub, c'est quoi? C'est essentiellement une plateforme de données de santé, des données de ce qu'on appelle le SNDS, le Système national des données de santé, donc de la loi, le nouveau SNDS qui est défini par la loi de Agnès Buzyn qui a été votée en juillet et qui sera accessible à la plupart des acteurs dans le but d'intérêt public. Alors, c'est quoi ces données-là? Le SNDS, c'est en fait toutes les données de soins toutes les données qui sont issues de soins qui sont remboursées partiellement par l'assurance maladie. Donc, en France, ça veut essentiellement, comme on rembourse partiellement tout, ça veut dire en gros toutes les données, rien de moins que toutes les données. Donc, l'ambition, c'est mettre au service du plus grand nombre toutes ces données-là, et bien évidemment dans le respect de l'éthique et du droit du citoyen. Ça, c'est vraiment très important. Alors, c'est un chantier monstrueux. On a commencé en janvier dernier, avec des tonnes de challenges plus grands les uns que les autres. Je ne vais pas les nommer tous. Il y a évidemment un challenge de gouvernance, parce que c'est des données extrêmement sensibles. Ce n'est pas des données ouvertes, justement. Donc, c'est des données où l'accès à ces données-là, c'est quelque chose d'assez assez fin, et le citoyen, en général, a assez peur par rapport à ces problèmes d'accès. Mais je voudrais retenir juste deux challenges importants, je pense, aujourd'hui. Le premier, c'est le fait d'arriver à construire une infrastructure qui soit adaptée à tous les acteurs potentiels qui veulent accéder à cette donnée-là. Et ça, c'est des acteurs extrêmement différents. Donc, c'est des start-upers, des grosses entreprises, des groupes académiques, des CHU. Voilà. Donc, c'est vraiment, il faut arriver à se mettre à niveau, au bon niveau pour tous ces acteurs-là. Ça, c'est pas quelque chose de très simple. Et deuxième challenge qui nous concerne particulièrement, je pense, dans le sujet d'aujourd'hui, et qui est extrêmement gros, c'est d'arriver à réunir des données d'une extrême hétérogénéité, puisqu'on parle de données d'images, de données de génome, des données d'analyse biologique, des données de l'assurance maladie, d'arriver à construire des infrastructures qui permettent de récupérer toutes ces données hétérogènes. Pour faire quoi? Pour finalement arriver à les chaîner, parce qu'en fait, la vraie puissance de la donnée, elle n'est pas forcément tellement dans la taille de la donnée, mais elle est dans la variété des sources qu'on arrive à joindre. Et donc ça, c'est le vrai challenge, arriver à joindre toutes ces données-là pour un accès au plus grand nombre.
Alors, ce type de plateforme, ça j'y crois dur comme fer, c'est un boost énorme pour l'IA, c'est essentiel pour faire des progrès sur l'IA. C'est un schéma, là, le Health Data Hub, c'est un schéma qui est à mon avis réplicable et que l'on se doit absolument de transposer à d'autres verticales, et notamment pour adresser les grands défis de ce monde. Et environnementaux, Et liés à la environnementaux, planète. bien sûr. Écoute, alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est tous d'accord qu'il y a ces données qui sont disponibles. On pourrait répliquer le Health Data Hub pour faire la même chose sur l'environnement, le Planet Data Hub. Grégory, j'aimerais te donner la parole. Donc toi, tu es entrepreneur, tu es le CEO fondateur de Namer. Et Namer, en fait, c'est déjà une première brique de ce que pourrait être un Planet Data Hub. C'est exactement l'enjeu que vient de décrire Emmanuel. L'ambition, c'est effectivement de créer ce Planet Data Hub. Et la première, la vision de départ, c'est de se dire que l'ouverture des données qui a été initiée par Barack Obama en 2009 et a été largement dupliquée par plus de 100 pays aujourd'hui et encore une fois, on peut remercier le président de la République qui a ouvert les données satellites et aériennes pour le climat. Ce sont les données sur le CO2, sur les émissions de CO2, sur la pollution dans les océans, enfin des données sur le bâtiment, sur les parcelles, sur l'agriculture. Ces communs numériques sont un véritable matériau pour l'économie. La Commission européenne estime que l'utilisation de ces données peuvent produire de 1 à 4% du PIB en les utilisant correctement, soit pour orienter des politiques publiques, soit pour qualifier des actifs ou des infrastructures, ou soit pour améliorer des processus. Mais comme le dit Emmanuel, le premier travail, c'est d'abord de les nettoyer, de les mettre à la même granularité, de comprendre qu'un point de livraison d'énergie et un champ à côté et une serre et une image à une autre résolution doivent être rejointes. Et le deuxième point important, et là je parle en tant qu'entrepreneur, c'est que pour pouvoir délivrer ces données à des entreprises, il faut s'adapter au monde de l'entreprise publique ou privée, c'est-à-dire délivrer ces données dans un format complètement utilisable plug and play, c'est-à-dire dans SAP directement par API ou sur Salesforce ou sur Bloomberg dans un fil RSS. Donc en fait, le métier de Namer, c'est de profiter de l'ouverture des données pour la transition écologique, pour l'alimentation, pour l'économie circulaire, pour la transition énergétique, pour l'énergie renouvelable, et en faisant finalement un Planet Data Hub requêtable. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Emmanuel, c'est un énorme chantier. Bon, mais sauf que, contrairement à Emmanuel, 30% d'erreurs sur l'emplacement d'une éolienne, c'est différent qu'une mammographie à étudier. Voilà. Absolument, les deux domaines ont des conséquences différentes. Donc concrètement, Namer, vous produisez des nouvelles données exploitables par des grands groupes ou des États à partir des données open disponibles. Alors, il nous reste... Je vous donne deux exemples. On qualifie pour un assureur certainement présent dans la salle, sur 5 millions d'emplacements en France, on qualifie le risque climatique de la parcelle et du bâtiment. Pour une banque, on qualifie 60 000 lignes d'actifs immobiliers sur lesquelles on va scorer la mobilité de cet actif. On va scorer le potentiel social de la parcelle. J'adore cet exemple. Je ne citerai pas le nom du client parce que ça ne serait pas sympa pour son idée, mais c'est ce client qui n'est pas une banque a environ 10 000 actifs en France. Et finalement, 10 000 actifs qui sont 10 000 immeubles ou parcelles d'immeubles. Et donc finalement, 10 000 veut dire 4 voisins. Donc 40 000 endroits. Et ces 40 000 endroits sont soit loin d'un centre de santé, soit loin d'un point culturel, soit loin
d'un centre de sportif. Et donc finalement, en requêtant cette masse de données, on va avoir en tout 40 000 points d'intérêt qui ensuite, avec un PLU, peut-être en croisant les deux terrains, peuvent faire un centre de soins à court terme, peuvent faire un centre logistique. Donc finalement, cette masse de données peut réorienter un parcours, réorienter des actifs, scorer l'actif, redonner finalement une valeur patrimoniale à un patrimoine qui peut paraître finalement une valeur 100 alors qu'il en vaut 150. On peut scorer un patrimoine en disant que ce patrimoine est finalement correspond aux accords de Paris si on le rénove de telle manière. Donc finalement, l'information qu'on délivre sur 100% des infrastructures ou des parcelles ou de n'importe quelle entité est un driver pour une organisation, Donc, voilà. pour synthétiser et conclure sur cette table ronde AI for Green Finance, la création d'un Planet Data Hub et d'une plateforme qui permet de créer des nouvelles données à disposition des banques et des assurances, comme tu l'as montré qu'un cas d'usage, sont une des solutions. Merci à tous. Merci. D'ailleurs, je profite pour te remercier, Damien, de nous avoir invités ici et d'annoncer qu'on travaille d'ailleurs sur un sujet sur l'AI et l'environnement. Oui, absolument. Après AI for Finance, nous ferons AI for Environnement à l'Assemblée nationale très prochainement. Pas encore annoncé, mais du coup, il y a une information exclusive qui vient de fuiter. Merci à tous.